et bienvenue sur la deuxième partie de l'histoire de Elizabeth Bathory en partenariat avec Meghan Morgan. Si tu viens tout juste d'arriver sur cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le lien pour voir la première partie. Si tu souhaites rester informé tous les dimanches lorsque je sors une nouvelle vidéo, n'hésite pas à t'abonner juste ici. C'est simple, rapide et ça permet surtout de me soutenir énormément. Elle commence alors à assouvir ses besoins en faisant venir des quatre coins du royaume des jeunes filles entre 10 et 15 ans pour assouvir ses besoins. Elle prenait des filles de paysans ou alors des filles de rien, car tout simplement elle savait que personne les rechercherait si elles venaient à disparaître. Elisabeth sait comment attirer ces jeunes filles avec des pièces d'or, toutes rentrent par la grande porte, mais personne ne sera vu en ressortir par cette même porte. La légende raconte qu'Elisabeth prenait des bains de sang. Or, un historien a prouvé que c'est totalement fake et que ça a été rajouté lors du XVIIIe siècle. Ça n'empêche pas qu'elle buvait quand même des bols de sang de ses victimes et que quelquefois, quand elle en avait marre de voir ces bols de sang, elle allait directement les prendre au bras ou au cou de ces jeunes filles. Elisabeth travaillait avec 4 personnes qui l'aidaient pour l'enlèvement ainsi que la torture des jeunes filles. Ces personnes se trouvaient être son confident, sa nourrice, sa servante et sa propre fille Katharina. Pour Elisabeth, ceci était un jeu. Elle adorait ces moments de torture et prenait vraiment ça comme un divertissement et un moment de plaisir. La plupart de ces tortures consistaient à arracher la peau et la chair de ses victimes à l'aide de ses dents. Oui, vous avez bien entendu, à l'aide de ses dents. Quand elle se sentait d'humeur généreuse, elle laissait ses victimes mourir de froid ou de faim en les attachant tout simplement à une table et les laissant dans cette position jusqu'à ce que mort s'ensuive. Elle s'amusait aussi à leur couper ou brûler les mains. Comme dit précédemment, son petit plaisir était de leur enfoncer des aiguilles en dessous des ongles. Elle utilisait aussi régulièrement des morceaux de métal tels que des clés ou des pièces de monnaie qu'elle faisait chauffer et qu'elle utilisait ensuite pour brûler le corps de ses victimes. Attention, c'était déjà très intense jusque-là, mais on va rentrer dans le gore absolu. Lors de l'une de ces séances d'amusement, elle arracha à l'aide de ses dents le sein d'une de ses victimes, qu'elle força ensuite à cuisiner et à manger. Oui, vous avez bien entendu, elle força sa victime à cuisiner et manger son propre sein. Arc. Une autre rumeur disait qu'une fois ses victimes achevées, Elisabeth buvait leur sang, dans l'espoir toujours de guérir ses fameuses crises d'épilepsie et de conserver toujours cette beauté et jeunesse éternelle. Vu que les déclarations du prêtre ne furent pas prises en considération, bien évidemment, Elisabeth continua de plus belle. Mais s'attaquer à des enfants de paysans ne lui apportait plus rien. Tout d'abord, elle trouvait ça très ennuyeux car c'était des victimes faciles, il n'y avait donc aucun risque à les kidnapper. En plus de ça, elle se mit en tête que le statut social de la personne dont elle buvait le sang avait peut-être de l'importance, et que plus haut le statut social était, plus belle elle serait. Elle décide donc à ce moment-là de s'en prendre aux enfants de nobles et de personnes de la haute société. Ceci était évidemment très risqué car contrairement aux disparitions de paysans qui à l'époque passaient complètement inaperçus, si la fille d'un noble disparaissait, alors tous les moyens de recherche étaient mis en place pour pouvoir la retrouver. Mais Elisabeth, prête à tout dans sa quête de la beauté, était prête à courir ce risque. Bien évidemment, après plusieurs disparitions soudaines en seulement quelques jours, l'alerte fut levée qu'un kidnappeur était en train de sévir dans le royaume. Les gens de la haute société se réunirent pour en discuter et en vinrent très rapidement à la conclusion que le seul point en commun qu'avaient toutes les jeunes filles qui avaient disparu se trouvait être Elizabeth Bathory. Toutes les jeunes filles avaient eu un contact avec elle très peu de temps avant de disparaître. La première version de l'histoire dit que le comte Thurzo, qui était une figure importante de la Hongrie, prit les rênes de l'investigation sur Elisabeth
et se rendit en toute discrétion au château de Cashtis pour enquêter un petit peu sur ce qu'il s'y passait et questionner Elisabeth. Il se faufila discrètement entre les murs de l'imposant château et en parcourut les pièces qui étaient toutes vides, jusqu'au moment où il entendit un bruit s'échapper de l'une des pièces. Il s'en approcha, la porte était entr'ouverte et il vit Elisabeth en plein milieu de l'une de ses séances de torture. Il s'enfuira immédiatement du château pour aller dénoncer les actes auxquels il avait assisté. Il y a eu de plus en plus d'enterrements de nuit au château et tout simplement personne ne veut fâcher cette comtesse. De plus, de moins en moins de personnes n'allaient au château par peur de jamais en ressortir. Entre 1602 et 1604, István Magavry, un prêtre, est allé jusqu'à Vienne à la cour pour se plaindre publiquement des disparitions des jeunes filles aux alentours. Il raconte aussi comment certains villageois ont pu découvrir des corps de jeunes filles atrocement mutilées dans leurs champs. Mais malgré ce que ce prêtre va rapporter, rien ne va bouger. C'est alors que le prêtre du domaine, Andras Bertoni, se pose des questions lui aussi sur les disparitions de jeunes filles et des enterrements de nuit qu'on lui inflige. Il ne peut que se rendre à l'évidence qu'il y a une vague de meurtres sur ses terres et sous ses yeux. Il écrit alors des lettres pour alerter ce qu'il se passe, mais toutes sont interceptées et dans certains cas détruites par le cercle proche de la comtesse. Il décide donc un soir de partir avec un cheval qu'il aura lui-même préparé pour aller alerter tout simplement les autorités sur les agissements de la comtesse, mais malheureusement il va être arrêté, tabassé presque jusqu'à mort et renvoyé au château à perpétuité. Évidemment, il pourra en ressortir juste pour faire son travail, c'est-à-dire les enterrements, les mariages. Et évidemment, la comtesse va continuer ses agissements jusqu'en 1610, date à laquelle le pasteur va vraiment réussir cette fois-ci à s'échapper et à prévenir les autorités. Vu que les déclarations du prêtre ne furent pas prises en considération, bien évidemment, Elisabeth continua de plus belle. Mais s'attaquer à des enfants de paysans ne lui apportait plus rien. Tout d'abord, elle trouvait ça très ennuyeux car c'était des victimes faciles, il n'y avait donc aucun risque à les kidnapper. En plus de ça, elle se mit en tête que le statut social de la personne dont elle buvait le sang avait peut-être de l'importance, et que plus haut le statut social était, plus belle elle serait. Elle décide donc à ce moment-là de s'en prendre aux enfants de nobles et de personnes de la haute société. Ceci était évidemment très risqué, car contrairement aux disparitions de paysans qui à l'époque passaient complètement inaperçus, si la fille d'un noble disparaissait, alors tous les moyens de recherche étaient mis en place pour pouvoir la retrouver. Mais Elisabeth, prête à tout dans sa quête de la beauté, était prête à courir ce risque. Bien évidemment, après plusieurs disparitions soudaines en seulement quelques jours, l'alerte fut levée qu'un kidnappeur était en train de sévir dans le royaume. Les gens de la haute société se réunirent pour en discuter et en vinrent très rapidement à la conclusion que le seul point en commun qu'avaient toutes les jeunes filles qui avaient disparu se trouvait être Elisabeth Báthory. Toutes les jeunes filles avaient eu un contact avec elle très peu de temps avant de disparaître. La première version de l'histoire dit que le comte Thurzó, qui était une figure importante de la Hongrie, prit les rênes de l'investigation sur Elisabeth et se rendit en toute discrétion au château de Cashtis pour enquêter un petit peu sur ce qu'il s'y passait et questionner Elisabeth. Il se faufila discrètement entre les murs de l'imposant château et en parcourut les pièces qui étaient toutes vides, jusqu'au moment où il entendit un bruit s'échapper de l'une des pièces. Il s'en approcha, la porte était entr'ouverte et il vit Elisabeth en plein milieu de l'une de ses séances de torture. Il s'enfuira immédiatement du château pour aller dénoncer les actes auxquels il avait assisté. La deuxième version. Le roi d'Hongrie, Mathias II, pour faire la lumière sur les rumeurs qui accusaient la comtesse, il va mandater alors le grand palatin. C'est juste une personne qui est un grade inférieur à lui. Petite anecdote, il s'appelait Georges et comme je vous l'ai dit précédemment, c'était l'ancien amant d'Elisabeth ainsi que son cousin. Georges décida alors de mandater deux notaires avec lui pour rechercher des preuves, pour après mener un procès à Elisabeth. Il arrive le 30 décembre 1610 au château de la comtesse. Le palatin découvre une servante avec des traces de coups gisantes dans le jardin. Il décide alors de faire une fouille du château. Ayant une odeur très désagréable, macabre de sang et de putréfaction, ce qui gênait énormément la respiration mais qui n'avait pas l'air de déplaire à Elisabeth. Il découvre le cadavre vidé de son sang d'une jeune fille dans une pièce servant de dépôt.
puis d'une douzaine de servantes agonissantes de malnutrition avec des marques de morsures dans le sous-sol. Elles rapportent qu'elles ont dû se nourrir de la chair des victimes pour se nourrir et ne pas mourir à leur tour. Mais la plus macabre des découvertes sont dans les recoins du château, dans le donjon et dans la cave où on y retrouva énormément de squelettes. Dans la chambre de la comtesse, on retrouve des pentacles, des ustensiles utiles pour la messe noire, mais il découvre aussi des escaliers secrets menant à une chambre de la torture. Dans cette chambre aussi, il découvra un petit carnet où était inscrit et décrit comment Élisabeth et ses compagnons avaient torturé et tué des centaines de jeunes filles. On y découvre 120 et 150 noms dans ce petit carnet. Mais cette scène n'a pas l'air de déranger du tout la comtesse qui accueille le palatin comme si de rien n'était. Elle n'était pas encore au courant de toutes ces découvertes. Plus de 300 témoignages prirent place durant le procès. Un procès qui fut extrêmement long et où tous les actes absolument atroces commis par la maîtresse de maison furent énumérés les uns après les autres. Autant vous dire que le peuple qui est présent dans l'assemblée à ce moment-là est absolument choqué et outré de la découverte de ces actes absolument atroces qui se passaient durant tout ce temps juste à côté de chez eux. Certains même vomiront lors des explications les plus détaillées des moments de torture. Pour faire parler les témoins et s'assurer d'avoir le plus de témoignages possible, c'est la torture qui sera utilisée comme moyen de pression. Essayer de résoudre une affaire criminelle de torture en torturant les témoins, on croirait à une blague, mais non. Pour cette raison précise, la plupart des témoignages ne pouvaient être réellement considérés, car certains des témoins auraient peut-être grossi les choses ou simplement dit au juge ce qu'ils voulaient entendre pour qu'on leur foute la paix. Le nombre total de ces victimes ne fut jamais prouvé. Certains attestent qu'il y en aurait eu une cinquantaine, d'autres une centaine, et dans un carnet appartenant à Élisabeth elle-même qui fut retrouvé après les faits, elle déclarait avoir tué plus de 650 personnes. Ceci fait aussi partie du mythe, car l'existence du carnet en question n'a jamais été prouvée, mais ce nombre de 650 fait tout de même partie de la légende de Élisabeth Báthory. La question que je me pose, c'est à quel moment tu arrives à faire disparaître 650 personnes sans que personne ne réalise quoi que ce soit. Le village a dû diminuer de moitié, mais c'est seulement après des dizaines d'années que quelqu'un s'est rendu compte de quelque chose. Les témoignages les plus attendus étaient ceux des acolytes de la comtesse, ceux qui l'avaient aidé à kidnapper et faire disparaître toutes ces personnes. La nourrice Yona fut interrogée et déclara avoir participé à l'assassinat d'une cinquantaine de jeunes filles. Elle ajouta à cela que certaines nuits, la salle de bain et la chambre étaient tellement remplies de sang qu'elle devait utiliser des seaux de cendre pour absorber le sang qui était imbibé dans le sol. Un groupe de moines vivant très proche du château déclarèrent avoir entendu certaines nuits des cris et des hurlements s'échapper des murs de l'imposante demeure. Sa confidente Darko a, elle, avoué avoir participé au meurtre d'une trentaine de personnes et avoir vu la maîtresse de maison à plusieurs reprises mordre au sang ses victimes. C'est ce témoignage qui créera le mythe de vampire autour du personnage d'Élisabeth et qui lui donnera le surnom de la comtesse sanglante. Sa fille Katharina participa elle aussi aux enlèvements et aida sa mère à plusieurs reprises lors de ses séances de torture. Néanmoins, grâce à son rang social, Élisabeth n'eut pas à se présenter lors du procès pour lui éviter tout lynchage public, ce qu'elle aurait bien mérité. Le plus fidèle allié de la comtesse, son conseiller, va alors dire ce qu'il a fait durant toutes ces années de torture. Sa façon de parvenir à ses fins était tout simplement d'attacher leurs pieds et leurs mains avec des fils de fer, puis de battre à mort les jeunes filles jusqu'à ce que leur peau devienne noire tel un charbon à cause des hématomes, puis que la peau se déchira en petits bouts. Puis ensuite, c'est la confidente d'Orko qui, à l'aide de ciseaux et d'épingles, leur sectionna les veines, mais le calvaire n'était pas la fin pour ces jeunes femmes. Yona, la servante d'Élisabeth, prend part à son tour des atrocités à l'aide d'un tisonnier brûlant qu'elle applique sur la joue et parfois dans la gorge de ces malheureuses. Il raconte qu'un jour, il a vu la comtesse mettre ses mains à l'intérieur d'une bouche d'une jeune fille, de tirer tellement fort qu'elle lui a cassé la mâchoire, puis a continué de la piquer avec des épingles jusqu'à mort s'en suive. Tout ça car cette servante avait piqué une poire. Le verdict tombe sans surprise et rapidement le 7 janvier
1611. La cour ordonne alors la mort des 3 acolytes. Dorco et Iona eurent les doigts arrachés à l'aide des pinces qu'elles utilisaient elles-mêmes sur les jeunes victimes, puis jetées au feu. Il faut savoir que le conseiller, lui, n'était pas assez vieux, il n'avait que 20 ans. Alors la cour a ordonné qu'il soit décapité, puis jeté aux flammes. Il faut savoir que la sorcière, ayant senti le vent qui allait tourner, elle s'est vite barrée avant que tout cela n'éclate au grand jour. La comtesse, quant à elle, n'était donc pas au procès, mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'a pas eu son verdict elle aussi. Elle a réussi à s'en sortir grâce au service rendu à la patrie par son mari et à sa grande famille. Elle a quand même connu son verdict dans son château où elle était retenue. Pourtant, elle fut quand même condamnée pour ses crimes car le roi Mathias II, de base, il voulait tout simplement sa mort. Mais son ancien amant, qui était le Palatin, a communé sa peine en emprisonnement à vie. Une fois le procès terminé, le grand Palatin lui a dit « Tu es comme une bête. Tu vis tes derniers mois. Tu ne mérites pas de respirer l'air de cette terre, ni de voir la lumière de Dieu. Tu n'es plus digne non plus d'appartenir à la société humaine. Tu vas disparaître de ce monde et tu n'y rentreras jamais. Les ténèbres t'entoureront et je te condamne à la prison éternelle dans ton propre château. » Elle fut donc emmurée dans sa propre chambre, juste avec un petit filet de lumière, un miroir ainsi qu'une petite trappe pour y faire passer ses repas. Selon les sources, elle est décédée le 21 août 1614. On dit que ceux qui la virent la trouvèrent d'une grande beauté, malgré ses 54 ans. Aucun corps ne fut jamais retrouvé, ils ne purent se fonder que sur les accusations des servants, ce qui, quelques années plus tard, éleva une polémique. L'historien Miklos Molnar, un spécialiste de la Hongrie, déclara que cette histoire n'aurait pu être qu'un coup monté, juste dans le but de récupérer la fortune d'Élisabeth et de mettre fin à son règne. Certes, Élisabeth n'était pas quelqu'un de très agréable, mais d'après notre historien, les servants auraient peut-être grossi les choses et inventé une énorme partie de cette histoire, simplement dans le but de pouvoir quitter le château où ils étaient traités assez misérablement. Elle avait rédigé un testament peu avant sa mort dans lequel elle léguait 2 de ses châteaux à sa fille Katharina, mais Paul, étant le seul héritier mâle, fut celui qui reçut la totalité des biens de sa mère. Une autre théorie atteste que la totalité de sa fortune serait revenue à l'Empire germanique. Il faut savoir qu'à cette époque, personne ne pouvait imaginer qu'une femme était capable d'actes de telle violence, ce qui fait que énormément de personnes doutèrent de toutes ces accusations envers Élisabeth. Elisabeth Báthory a inspiré énormément de personnages de la culture populaire d'aujourd'hui, que ce soit en musique, au cinéma, dans les livres ou dans les jeux vidéo, où elle est d'ailleurs représentée dans l'un des jeux Resident Evil. Le personnage de la comtesse, interprété par Lady Gaga dans la 5e saison de American Horror Story, est d'ailleurs aussi très grandement inspiré d'Elisabeth. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir ou redécouvrir cette histoire avec nous aujourd'hui et que vous avez apprécié ce partenariat qu'on a vraiment pris plaisir à faire. Laissez-nous vos opinions dans les commentaires juste en dessous, puis si vous de votre côté vous aviez entendu des détails sur cette histoire qui ne sont pas présents dans notre vidéo, vous pouvez nous en faire part aussi, ça nous fera plaisir de lire ça. Merci encore pour votre présence, on espère vous retrouver très rapidement sur nos chaînes respectives pour encore plus d'histoires morbides et glauques.